C'est la boucherie poissonnière. Tu rigoles, mais c'est vrai qu'on s'inspire de plein de méthodes bouchères. Hein. Là, on a des magnifiques dorades royales, des belles bêtes. Ah, c'est magnifique. Putain, c'est trop bon. Aujourd'hui, je suis à Paris. Encore à Paris? Ouais, encore à Paris. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, on peut pas le faire partout, ni en France, ni même dans le monde. Du coup, aujourd'hui, on est dans le 6e au marché Saint-Germain, marché couvert, qui est très très stylé. Je me demande pas où c'est le 6e, je comprends rien au fonctionnement de la ville de Paris, mais j'ai finalement réussi par trouver. Il est 7 h du mat, c'est tôt, mais c'est pas si tôt que ça pour le type de métier qu'on voit. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on se lève pas si tôt que ça dans cette poissonnerie-là. Allez, je vous amène avec moi. Donc aujourd'hui, je vous emmène dans une poissonnerie artisanale, mais qui fonctionne totalement différemment des autres. C'est quelque chose d'assez unique à ma connaissance. C'est la seule en France. En fait, ici, on travaille le poisson un peu à la manière d'un boucher qui travaille sa viande, sans glace, avec le moins d'humidité possible, et dans des frigos qui ressemblent beaucoup aux armoires de maturation qu'on peut retrouver dans une boucherie. C'est donc placé dans le 6e à Paris, dans un très chouette marché couvert qui a repris vie depuis quelques années, avec un nouveau boucher, un super café, des épiciers, des maraîchers. Bref, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors oui, c'est sur Paris, mais c'est toujours une bonne chose que ces concepts voient le jour d'abord sur la capitale pour jouir d'une belle visibilité, avec un jour, je l'espère, une exportation possible du concept vers la province. Voilà, je me tais et vous ouvre les portes de la poissonnerie Viotte. Bonjour, bonjour. Bonjour Alex. Bon Arthur, qu'est-ce que tu fais de beau ici? Eh ben écoute, là on reçoit nos poissons, on est en plein écaillage, nettoyage, vidage, on va découper les nageoires, on va tout préparer pour aller stocker les poissons pour la journée. Là on a reçu nos poissons de Vendée ce matin, c'était l'arrivage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Là on a des magnifiques dorades royales, des belles bêtes, ça c'est des superbes dorades de ligne. Et donc voilà, on les prépare entièrement, on les nettoie et ensuite on les stocke bien au frais et tu vois suspendus, comme ça elles s'écoulent. Donc en fait il va y avoir toute l'eau, tous les résidus qui vont pouvoir s'évacuer et en plus de ça le froid va tourner autour, donc elles vont être vraiment englobées de froid, c'est ce qui permet de bien les conserver. Et au-delà de ça, le fait de les suspendre, c'est que les poissons ne vont pas s'écraser quand ils sont suspendus, enfin quand ils sont pas suspendus, c'est-à-dire qu'ils sont conservés à plat. La chair va avoir tendance à s'écraser. Bah, tu connais ça toi pour la viande, hein, on suspend souvent les gros morceaux de viande. Bah, nous c'est un peu le même principe. C'est la boucherie poissonnière. C'est ça exactement. La poissonnerie, boucherie ou juste la poissonnerie, la vraie poissonnerie en fait. Tu rigoles, mais c'est vrai qu'on s'inspire de plein de méthodes bouchères. Hein. Du coup Arthur, vous êtes combien à bosser dans la poissonnerie? Là aujourd'hui on est 4. Donc je te présente Quentin qui est responsable de la boutique, qui est ingénieur halieutique. Bien ça, exactement. En fait, tu faisais quoi dans tes études, Quentin? Qu'est-ce que je faisais? J'apprenais le poisson, de la pêche à la commercialisation. Comment les poissons étaient pêchés, comment ils étaient commercialisés, vraiment de manière très large, avec aussi la gestion des pêches. Et après, je suis parti dans la poissonnerie. Voilà. Et pêcheur convaincu aussi? Passionné? Pêcheur convaincu, passionné, effectivement. Alors un peu moins depuis que je suis à Paris, mais... Ouais, il y en a moins, forcément. Mais oui, grosse passion. Ensuite, on a Fabiola. Bonjour Fabiola. Fabiola qui est la dernière arrivée et qui est... je te laisse te présenter, mais qui est en formation de cuisine. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une formation de psy à la base et je me reconvertis depuis le mois d'août dans le métier de bouche. J'ai fait 6 mois dans un gastro et maintenant, je suis ici. En poissonnerie? En poissonnerie, ouais. Comme quoi, la poissonnerie attire tous les talents. Hein. Bah non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est des métiers qui ramènent pas mal de monde en reconversion. Enfin moi je suis en reconversion aussi à la base et c'est vrai qu'on a envie à un moment donné de faire des choses avec ses mains et puis de travailler des bons produits, donc c'est cool. Ouais, complètement. Et d'ailleurs le 3e larron de l'équipe, Vincent, pareil, reconverti. Et Vincent, on a beaucoup de chance parce que c'est un expert du poisson, mais côté pêche plutôt. Exactement, alors moi je suis guide de pêche à la mouche en Scandinavie, enfin dans le nord de la Suède à Kiruna. Et je suis également guide de ski et pistet en Norvège. Enfin j'étais du coup, et ça fait depuis novembre que je suis ici en reconversion. Et voilà, maintenant je suis commis poissonnier. En fait, au début, quand on a commencé à réfléchir à ça, c'était en regardant nos amis bouchers travailler et se disant que la viande n'était jamais trop en contact avec l'humidité. C'est pour ça que nous, on les prépare, on les rince un bon coup, c'est-à-dire qu'on les nettoie, comme on pourrait nettoyer une volaille à l'abattoir, et après, il n'a plus de contact avec l'eau. Le fait de les nettoyer, tu vois, là, ce qu'est en train de faire Fabiola, elle utilise une petite brosse pour vraiment retirer tout ce qui peut être résidu de sang. Là, on voit ça, c'est du sang coagulé, enfin, c'est une espèce de partie du sang qui est très brune dans la dorade. Et en fait, on retire tout, donc ça retire les viscères. Une fois qu'ils sont bien nettoyés, on n'apporte pas trop d'eau à la conservation. Et ça, en fait, l'eau permet le développement des bactéries. Et en plus de ça, on essaye d'avoir une température qui est constante. Parce que ce qui est problématique pour le développement des bactéries, c'est les variations de température. Donc là, en gros, on nettoie vraiment totalement le poisson. On a retiré les viscères. Là, on a toujours du sang et plein de petites choses qui restent dans le fond. Donc on utilise pas mal de petits outils. Et tu vois, je retourne ma pince, hop, et je viens gratter la colonne comme ça. Comme ça, j'en enlève un max. Et après, on frotte avec un... Là, tu vois, en fait, c'est hyper pratique parce que ça me permet d'aller chercher tous les petits résidus qui
qui restent coincés et qui vont se dégrader après, qui vont donner une mauvaise odeur ou un mauvais goût à la chair. Il faut vraiment que le poisson soit nickel, que ça soit très propre. Hop, je retire les petites choses comme ça. Et après, je prends ceci. Du persil. Du persil branche, comme ça. Et c'est un sasara, c'est un petit outil japonais. Bon, alors, traditionnellement c'est en bambou, mais c'est plus résistant en plastique. Et du coup, comme ça te permet de bien aller gratter la colonne comme ça. Et tous les petits résidus de sang de la même manière. Donc ce que tu habituellement dans une poissonnerie traditionnelle qui n'est pas forcément fait et que tu te retrouves avec ça dans ta cuisson à la maison quoi. Bah en fait, alors, ouais c'est ça. Franchement en tant que poissonnier je pense qu'il n'y a personne qui fait ça. Et parce que en fait c'est très pratiqué au Japon. C'est vraiment quasiment la norme. Alors que nous en France on s'embête pas avec ça quoi. Mais ça c'est vraiment c'est game changer comme disent les jeunes. Pour la conservation ça change vraiment tout. Le poisson est super propre. En fait, pareil, une volaille, des choses comme ça, c'est des produits qui sont ultra nettoyés à l'abattoir ou même après, ou même du gibier. En fait, la première chose que tu fais quand tu le captures, quand tu le tues, tu le vides et tu le nettoies. Parce que tu sais que tout ça, ça peut se dégrader et que c'est pas bon pour la conservation, c'est pas bon pour le goût. La plupart du temps, quand tu vides un cochon et tout comme ça, ouais. C'est surtout pour éviter les bactéries pathogènes, les Escherichia coli, salmonelle, tout ça. Bah, il faut et tu les as aussi chez le poisson, ça, c'est des bactéries qui sont similaires ou pas trop? Bah, ouais, c'est dans les sels. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'on nettoie la Seine quoi, en ce moment. Bah en fait, en plus de ça, ouais c'est ça, on nettoie la Seine en ce moment, c'est sujet d'actualité. Hein. Mais en fait, toutes les bactéries pathogènes sont contenues dans les viscères. Et au-delà de ça, il y a aussi des parasites. Et le gros problème avec les poissons, c'est le parasitisme. Donc il y a le fameux anisakis, c'est le ver qui est présent dans le poisson et qui peut te contaminer. C'est pour ça qu'en général, pour tout ce qui est sashimi, sushi, on conseille la congélation. On conseille la congélation parce que ça tue le ver. Mais en réalité, le meilleur moyen pour prévenir la contamination du poisson, c'est de le pêcher d'une manière plus douce. Comme ça, le poisson est moins stressé et donc il envoie moins de signal de mort en fait au ver. Et du coup, le ver va pas aller se réfugier. En gros, le ver il va s'enquister, il part des intestins et il va s'enquister dans la chair. Donc, en général, on le retrouve dans les flancs. On le retrouve même parfois un peu plus haut dans les muscles et tout parce qu'il est parti des intestins, il a perforé l'intestin et il est allé se loger dans la chair du poisson. Si tu tues ton poisson d'une bonne manière, qu'il n'est pas trop stressé et qu'ensuite il est vidé très rapidement, tu as moins de chances d'avoir des anisakis dans le poisson. Et nous on a constaté vraiment que les poissons qui avaient été tués en Ikejime, c'est-à-dire qu'il est vraiment très bien abattu, avec beaucoup moins de contamination à l'anisakis. Alors petite mise au point, le but de cette conversation n'est pas de vous dégoûter de la consommation de poissons, bien au contraire. Je trouve juste que ce sont des sujets méconnus et pour ma part, je trouve ça très intéressant. Pour vous résumer globalement ce qu'on s'est dit, il faut différencier deux dangers avec la consommation de poissons, les bactéries pathogènes et les parasites. Concernant les bactéries pathogènes, le combat est le même que pour la viande. Le seul moyen de garantir la destruction totale des bactéries, c'est la cuisson. En effet, la totalité des bactéries seront détruites à une température de 120 degrés, c'est pour ça que c'est aussi la température de stérilisation. Le froid positif, c'est-à-dire le frigidaire, ne fait que ralentir le développement bactérien et le froid négatif, la congélation, endort et arrête le développement bactérien, mais ne le détruit pas. Concernant les parasites, la congélation pendant plusieurs jours les tue, mais aussi la cuisson. C'est sa consommation crue qui est risquée, d'où l'importance d'une pêche raisonnée et de qualité et d'un nettoyage précis des poissons. Dans tous les cas, ces risques sont extrêmement faibles et sont liés à tous les aliments. L'hygiène est tout aussi importante pour les légumes, la viande ou même encore l'eau. L'important c'est de connaître les risques et de s'en prémunir le plus possible grâce au travail de professionnels compétents et de vos propres connaissances. J'aurais dû venir avec mon tablier en cul. Donc ça c'est un macro, c'est ça? Ouais, exactement. Un beau macro. Un macro, en fait, dans la Seconde Guerre mondiale, le macro était utilisé comme obus. Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre. Alors, du coup, là, les nageoires, elles sont enlevées. Là, en premier, j'ai enlevé toutes les nageoires, ouais. Ok. J'ai bien coupé la queue. La deuxième étape, c'est d'écailler le poisson. Ok. On a soit un écailleur japonais, soit un écailleur français. Le plus facile des deux, c'est peut-être le français. Le classique. Tu l'écailles complètement et on insiste au niveau du dos. Ok. De la queue, là où ça se voit pas, et du dos, parce que c'est là où on commence par lever les filets. C'est vachement plus chiant de le faire à la maison. Du coup, tu la rinces après? Ouais, alors après, on la... Là, t'as pas besoin de la rincer avec le stable. Ok. Là, tu vas pouvoir l'ouvrir. Pour l'ouvrir, en gros, tu pars de là. Bah ouais. Donc, tu vois, il y a une grande ici. Ok. En fait, c'est la vis. Et tu remontes jusque là en découpant. Tu vas voir, c'est un peu dur là-haut. Ah oui. Ça peut ouvrir un peu plus long. Voilà. C'est les ouïes, ça.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc tu as cette technique-là sur certains types de poissons, ça se ressemble quand même beaucoup sur la plupart ou... Oui, c'est les mêmes principes. C'est à peu près les mêmes principes sur tous les poissons. Après, l'anatomie du poisson change, donc tu as des choses qui sont plus ou moins faciles à faire. C'est à peu près comme ça. Ouais, là t'as retiré des huiles. Et donc là après tu vides, Après, tu vides tout l'intérieur. moi je le chope par là et tu fais tout sortir. Ouais. C'est super facile. Ouais, en vrai c'est assez facile, ouais. Ah, c'est magnifique. Il n'y a plus rien. Et puis rien. Je pense. Hein. Et le ventre est rangé. Ouais, au couteau à huître, juste là. Il se fout de ma gueule, le Vincent, à côté. Il adore quand c'est tout blanc. Ah non, oui, donc c'est les petits caillots là. On Ouais, tu peux rentrer. des petits trucs. J'ai la Scandinavie qui me juge. Toute la Scandinavie qui me juge. C'est presque tout blanc ou pas du tout là? Oui, Ouais, trop bien. c'est bon ça? Juste ça? Ouais, et Ça, c'est pour Vincent, c'est pour un... il va adorer. Il va dire que c'est la police du bar. C'est bon Vincent? Ouais. Donc ça c'est prêt? Voilà. Il n'y a plus qu'à prendre et puis... Il n'y a plus qu'à sécher et à mettre au frigo. Oh, j'ai déjà trop travaillé moi. Je suis habitué. C'est physique, hein. Enfin, je vais pas me la péter, mais honnêtement, c'est des petits joueurs quand même par rapport aux bouchers. Ouais. Pas les boucher, déboucher des sous-vides, c'est pas très fatigant. Ça n'existe pas, ça les gars. Ça c'est la grande distribution. Bon Arthur, tu m'as déjà un peu expliqué le concept, mais c'est quoi la poissonnerie Viotte? Bah écoute, déjà c'est une poissonnerie où on essaye d'avoir du poisson de qualité. Donc on bosse avec des petits marailleurs côtiers. Évidemment on a envie de faire de la qualité, mais au-delà de ça, le poisson qui est bien pêché va bien se conserver. La poissonnerie Viotte, c'est des produits de qualité et puis un poisson qui se conserve bien et un poisson qu'on va essayer d'amener un peu plus loin dans la conservation pour qu'il libère des saveurs, pour qu'il soit plus facile d'emploi, plus facile à griller, à cuisiner et tout. Okay. Voilà. Avec puis même enlever ce côté un peu ragoûtant de l'odeur, de l'apparence, etc. du poisson. Exactement. Là, tu vois, moi je viens de travailler des poissons et tout ça. Je pue pas, j'ai pas les mains qui sont sales et tout, donc c'est vrai que ça donne beaucoup plus envie de travailler le morceau, un peu plus comme sur de la viande où on n'a pas forcément les odeurs. Du coup, elle est venue d'où l'idée en fait? Parce qu'on est sur un projet qui est quand même vachement novateur. La plupart des gens qui vont nous regarder là, ils n'ont jamais été dans une poissonnerie où il n'y avait pas de glace, pas d'humidité, pas d'odeur. Bah, dans le monde, on n'est pas nombreux à faire ça. Hein. On va être, en poissonnerie, on va être 3-4 vraiment qui sortent un peu du lot. Moi, je viens pas du tout de ce secteur-là. En fait, je suis juriste, donc rien à voir. Et j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais en même temps, j'étais pas ultra passionné. Et en fait, toute la boutique, tout le monde est en reconversion. Ouais, personne n'est poissonnier de base. Quoi. Exactement. C'est un critère pour toi? Non, pas du tout. C'est pas du tout un critère. C'était que des opportunités. Hein. C'est des rencontres. Vraiment, on s'est pas dit on ne prend que des reconvertis. Mais en revanche, on se rend compte quand même qu'on a énormément de CV de reconversion qui viennent. Voilà. Donc, on a décidé avec ma femme de changer de métier. Et elle est ingénieure en énergie aussi. Donc, encore une reconvertie. Et on était passionnés de gastronomie. On était passionnés par l'artisanat. En gros, tous les étés, quand j'étais étudiant en droit, j'allais travailler chez un ostréiculteur qui est un de mes très bons amis qui est à la Trinité-sur-Mer, qui s'appelle Jean-François Quintin. D'ailleurs, si vous passez à la Trinité, il a un endroit génial. Et en fait, il a à la fois la partie ostréiculture et une partie restauration, dégustation. Okay. Et donc, j'allais travailler les fruits de mer en fait beaucoup là-bas l'été. Et ça m'a passionné le métier de cuisinier que j'apprenais un petit peu. Le travail des coquillages me passionnait. Et en fait, quand j'ai pensé à changer de métier, je me suis tout de suite dit mais moi j'ai envie d'aller vers le poisson. Je vois qu'il y a des super dynamiques dans la boucherie, il y a des choses qui changent pas mal et la poissonnerie ça se renouvelait pas énormément. Et je trouvais que c'était dommage parce que c'est un métier fabuleux et on communique pas énormément dessus, il y a pas beaucoup d'initiatives et tout. Et donc je suis allé bosser en poissonnerie. Et en fait en commençant à bosser en poissonnerie, je me suis rendu compte qu'on trempait tout le temps le poisson, que le poisson était constamment dans l'eau alors que en fait il n'en avait pas besoin. C'est-à-dire que je regardais comment travaillaient les bouchers. Les bouchers n'arrosent jamais une viande parce que derrière on cherche une bonne conservation puis on cherche une bonne cuisson. Donc on cherche à faire griller la viande, etc. Et le poisson, il y a plein de choses qui venaient complexifier le métier et puis qui venaient faire en sorte que le poisson était tout le temps trempé. Et du coup je me suis dit bon déjà 6 jours, une poissonnerie un jour. Je retire toute la partie glace parce que c'est beaucoup de manutention.
faut arriver très tôt le matin. Ce matin, on a commencé, vous avez commencé à 7 h, alors que dans certaines poissonneries, avec les arrivages, la mise en rayon, la glace, tu commences à 5 h. Tu commences à 5 h et minimum, du coup, c'est des contraintes même le soir aussi pour tout ranger, tout nettoyer, que t'as pas du coup dans ce commerce-là. C'est ça, et puis tu travailles dans une ambiance où il y a de l'humidité. Malheureusement, il y a des mauvaises odeurs qui se développent. C'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure. Tout ça, c'est à cause de l'humidité, à cause de l'omniprésence de l'eau. Ça fait des foyers de bactéries en fait, et du coup, ça sent mauvais. Et en fait, tout ça, ça venait complexifier le métier, le rendre peu attrayant. Et dans une période où on a besoin justement au contraire qu'il le soit de plus en plus quoi. Bah c'est ça, c'est-à-dire que moi quand j'ai passé mon CAP poissonnier à Lorient, on était 4 à passer le CAP. À Lorient. À Lorient, qui est quand même une capitale, de la pêche quoi. Et en fait tous ces petits éléments qui m'ont fait tilt et en fait d'un point de vue pratique aussi, je trouvais ça dommage qu'on n'éviscère pas les poissons rapidement, mais je m'étais pas encore posé la question de tout le rôle des viscères dans la dégradation. C'était plus d'un point de vue propreté, je me disais mais pourquoi les poissons on les prépare pas en amont, comme ça la poissonnerie est bien sale le matin, tu as fait toute ta préparation et après tu passes ta journée à faire de la vente. Donc du coup tu es beaucoup plus concentré sur de la découpe, sur de la préparation pour le client. Donc là j'ai remis en question l'utilisation de la glace et je me suis dit mais le poisson, il n'y a pas énormément de différence finalement avec la viande. Donc pourquoi la viande qu'on conserve avec du froid ventilé ou avec des systèmes de réfrigération, pourquoi on ne pourrait pas le faire sur le poisson? Quand tu dis obligation, c'est vraiment quelque chose, je sais rien, par exemple dans le CAP poissonnerie ou même dans les textes sur l'hygiène et des choses comme ça, la glace fait partie, c'est une partie inhérente de tout ça. Il faut forcément utiliser de la glace en poissonnerie, c'est obligatoire légalement? Alors légalement non, c'est pas forcément obligatoire en fait, c'est-à-dire que c'est juste qu'on l'utilise depuis la nuit des temps. En fait toi ce que tu veux, ton obligation c'est de maintenir la chaîne du froid, de la pêche jusqu'à la consommation. En fait tu as une obligation qui est de maintenir ta denrée entre 0 et 2 degrés. Et justement pour toi, clairement on en est en 2024, on est sur une baisse du métier artisanal. Moi j'ai regardé un petit peu au niveau des chiffres de la consommation de poissons, les chiffres sont pas forcément à la baisse malgré tout ce qu'on croit, mais clairement c'est pas l'artisanat qui en vend le plus quoi. Qu'est-ce qui pour toi, on a parlé de la glace, mais qu'est-ce qui pour toi fait qu'il y a ce désintérêt des Français pour le métier artisanal de la poissonnerie? Qu'est-ce qui a amené ce désintérêt et des gens qui se lancent dans le métier et des gens qui vont dans ces métiers-là? Il y a toutes les contraintes dont je te parlais qui sont liées au métier en lui-même. Les horaires, t'as les horaires, t'as le fait que le poisson soit pas facile à préparer parce que c'est un métier contraignant. On parlait des mauvaises odeurs, des choses comme ça, l'humidité constante. C'est pas un métier qui attire énormément et on réfléchit le poisson en quantité. Et ça, du coup, ça a joué énormément sur le prix. Et malheureusement, la grande distribution a joué un rôle énorme là-dedans parce que on a expliqué un petit peu aux gens que le poisson pouvait ne pas être cher. Mais c'est très problématique, c'est que le poisson, pour aller le capturer, il faut déjà des connaissances assez accrues de prédation, parce que c'est vraiment d'aller capturer un animal sauvage dans un milieu sauvage. Donc il faut déjà des grandes connaissances, des connaissances qui en fait se transmettent, c'est du savoir-faire, c'est de la pratique, donc c'est de l'argent. Donc déjà la pratique de prédation coûte cher. Ensuite on utilise un bateau pour aller en mer. T'imagines le coût, voilà, que ça, même le coût humain. Ça diminue pas avec les problèmes d'hydrocarbures. Non, le carburant coûte très cher pour la pêche. Et en plus de ça, une fois que tu es en mer, c'est un métier qui est très risqué. Donc c'est-à-dire qu'il faut aussi prendre la considération que le métier de pêcheur est un métier difficile. Donc bref, tout ça, ça rajoute beaucoup d'argent. On a rajouté en plus de ça récemment avec ce qui se passe avec le Brexit, les sujets politiques aussi qu'on peut avoir avec l'Angleterre et des choses comme ça. Voilà. Donc tu vas avoir en plus cette partie des eaux internationales. Enfin, il y a vraiment Là, on est au cœur des débats. C'est beaucoup plus complexe que juste se dire je suis paysan, j'ai mon élevage d'animaux et je vends quoi. Et malheureusement, ça c'est quelque chose, du coup, notamment la vente, en tout cas le poisson un peu bradé en grande distribution, où on s'est dit en fait il faut bien nourrir la population, donc on nourrit la population avec du poisson de pêche, mais en fait c'est pas possible, c'est-à-dire que c'est pas une denrée qui est faite pour nourrir la population, le poisson à cette échelle. D'un point de vue local, oui, mais à une distribution nationale, c'est pas possible. Sur un pays qui est avec énormément de littoral, mais avec quasiment la totalité de la population qui vit dans les terres. Quoi. Exactement. Donc on a forcément une contrainte. Après, une contrainte qui peut peut-être être gommée, comme tu disais, notamment en ayant des techniques de conservation qui font que sans humidité, on est capable de faire du déplacement, du transport de marchandises beaucoup plus facilement sans avoir cette contrainte du froid, de la glace, des choses comme ça. Tout à fait. Fait que là, tu me disais, par exemple, je sais pas, une truite, ou un saumon aujourd'hui, quand il est dans la glace, etc., il va être consommé, vendu dans les 2 jours à peu près, quoi. Ouais, c'est ça, en gros, il faut le vendre dans la semaine. Ouais. C'est ça. Alors que là, tu vas avoir
un saumon qui va être vidé, nettoyé, etc. Tu as un temps de conservation qui reste frais, enfin, la viande est toujours de bonne qualité, tu vois, mais beaucoup plus longtemps. C'est exactement ça. Nous, les truites là qu'on utilise, c'est des truites qui sont élevées dans les Pyrénées. C'était un peu notre réponse au saumon parce qu'on consomme beaucoup de saumon. Qui fait déjà des bornes avant d'arriver. Voilà, qui est souvent importé et tout. Et en fait là, la truite, elle est, on la conserve. En gros, nous, on la met en filet à partir de 7 à 10 jours. Aujourd'hui, cette méthode de production, elle a un coût parce que tu es obligé de développer des frigos spécifiques, de prendre des très bons éleveurs pour avoir de la très bonne qualité de poisson, et c'est devenu rare, donc forcément tout ce qui est rare est un peu plus cher. Et puis en plus de ça, parce que ça reste quelque chose d'assez unique, donc tout ce qui est unique aussi se paye, mais se dire que peut-être que cette méthode aussi de travail du poisson peut aussi économiser du coût sur long terme, parce que déjà au niveau transport, il y a moins de contraintes de temps, il y a moins de contraintes de froid, il n'y a pas de contraintes de glace. Quand tu es poissonnier traditionnel, tu es obligé d'avoir une machine à glace. Et après, tu es obligé de supporter tous les coûts qui sont afférents à la glace. Donc c'est-à-dire par exemple le temps de travail supplémentaire qui va être sur la mise en place de l'étal, le stockage du poisson, le fait de remettre de la glace toute la journée. Donc en fait, si tu mets ça bout à bout, notre poissonnerie, elle coûte pas plus cher qu'une poissonnerie classique en tant que pro, tu vois. Si tu veux t'installer en tant que poissonnier, c'est pas une problématique de prix du tout. Et c'est vrai que je dis aux gens, voilà, on a des tarifs qui sont un peu plus importants sur ces produits-là, ce qui est aussi normal. On est sur du produit de luxe, de qualité, etc. Il faut rémunérer toute une chaîne d'acteurs qui est énorme derrière. On n'achète pas un poisson qui a été chopé dans la rivière d'à côté et mis dans le rayon. Si tu essayes de faire du bon, forcément ça se répercute sur toute la chaîne. Et puis après, tu disais aussi, il y a la saisonnalité. Par exemple, tu me parlais des crevettes. On va pouvoir faire de la crevette française, mais aujourd'hui, c'est compliqué d'en avoir toute l'année parce qu'on n'a pas des élevages. Les huîtres aussi, on va avoir des choses qui sont différentes sur tous les coquillages et des choses comme ça. Sardines, et essayer de respecter au maximum ça, même si c'est compliqué. Tu me disais, il y a des clients qui me disent, ouais, moi je veux de la crevette toute l'année. Le consommateur aussi doit évoluer dans sa façon de penser sur la consommation de viande, de poisson, des choses comme ça. Et apprendre mieux comment fonctionne la filière pour pouvoir mieux consommer aussi. Puis c'est surtout que quand on mange un poisson, on se dit il y a les filets et le reste je mets à la poubelle. Alors qu'en fait c'est un peu comme un poulet. Si tu achètes un poisson entier, en fait tu as la possibilité déjà de le manger cru, de le manger cuit et de valoriser tout le poisson. C'est-à-dire que tu prends les carcasses et les têtes, tu les mets dans un petit bouillon d'eau à cuire pendant une demi-heure. Ça te fait une base de bouillon qui peut être utilisée pour une base de sauce. Donc tu peux te faire des pâtes un soir, un autre soir tu te fais un bouillon et tu rajoutes des choses dedans. En fait, tu peux consommer du poisson à plusieurs repas et ne pas en consommer tous les jours. Mais c'est juste qu'il faut remettre un peu la main à la pâte. Quand je fais des vidéos, moi j'essaie le maximum de ne pas prendre forcément que du filet, pour montrer que c'est aussi agréable de travailler un poisson entier et puis que c'est différent. Enfin, je veux dire, aujourd'hui on a aussi cette culture qui est pas mal aussi en train de revenir, qui moi je trouve intéressante, c'est la partie barbecue, qui on travaille beaucoup plus des morceaux entiers. Moi je sais que j'ai fait des dorades Sébastien au barbecue, je trouve ça génial de pouvoir ça a vraiment de la gueule, c'est convivial, ça fait quelque chose de différent et pas avoir peur de voir le poisson il est énorme. Non, c'est pas... Ça, en plus, l'avantage de conserver le poisson comme on le fait avec de l'air sec et un froid sec, c'est que la peau, je vais montrer un peu, mais tu regardes. On fait 3 barres liquide, on garde un pour la vidéo. Tu vois, en fait, le poisson a vraiment durci et ça va être une coque, j'ai pas du tout les mains mouillées. Et en fait, ça, pour griller au barbecue, c'est ultra utile parce que le poisson ne va pas du tout adhérer. Et du coup, ça te fait une croûte. Et ce que tu me montrais, c'est ça qui est important parce que là, comme ça, on a l'impression d'avoir une espèce de cuir et donc d'avoir un poisson séché. On ressent ça sur certains poissons, mais en fait, pas du tout. À l'intérieur, tu as une chair qui est exactement la même et tu conserves cette humidité uniquement dans la chair, dans ton frigo. Exactement. Je peux te montrer si tu veux, j'ai un filet. Donc là, tu vois, donc ça c'est filet de truite. C'est la même truite, sauf qu'elle est faite, c'est la même truite, c'est le même lot de truite qui est fait en filet. Et donc en fait, tu vois, vraiment l'intérieur va être, tu vois, il est hyper luisant. Tout le gras est ressorti, la chair est encore, elle n'est pas du tout asséchée. En fait, la peau a fait un peu le rôle, tu sais, quand tu fais maturer de la viande, t'as protégé, ça va croûter autour. Et en fait là, t'as la peau qui fait office de protection. Moi je commence à vraiment très avoir la l'appétit vient. Ça commence à donner faim. On compare beaucoup depuis tout à l'heure avec la viande. Et donc on peut parler de maturation, enfin d'affinage en fait, tu me disais. Totalement similaire, parce que pour le coup c'est encore assez novateur, on voit pas ça dans une poissonnerie classique, on est tout le temps là en train de combattre. Mon poisson il est frais, tu sais, à la Astérix, vraiment, je sais plus comment c'est passé, c'est automatique, je sais plus lequel qui tape sur l'autre, mais en disant que mon poisson il est frais, ordre alphabétique ça doit être ça. Et en fait on s'en fout qu'il soit frais, ce qu'on veut c'est d'avoir un poisson qui soit sain. C'est ça. Mais ce que la fraîcheur, le jour de pêche, tout ça, ça n'a aucun intérêt. Même on disait souvent dans la viande,
manger une vache qui a été abattue le matin, c'est une aberration en fait. On attend moins 15 jours avant de la consommer. C'est ça, Et le poisson, on peut se permettre. Alors c'est pas la même chose, on n'est pas sur les mêmes maturations, les mêmes le même travail au niveau du pH, etc. Mais on peut très bien et on devrait même consommer le poisson bien plus tard que le jour de sa c'est ça. En fait, c'est alors en gros, c'est soit tu le consommes tout de suite, c'est-à-dire que tu le consommes vraiment au moment où le poisson est tué, et après tu as une phase de maturation du poisson. En gros, il faut savoir que quand le poisson est tué, à partir du moment où il va rentrer en rigidité cadavérique et à la sortie de cette rigidité cadavérique, il va être en maturation. À partir de là. Comme tout animal, comme un être humain, comme n'importe quoi. Et du coup, nous, pour le poisson, c'est quand même des petits animaux comparé à la viande. Il n'y a pas du tout la même masse musculaire, il n'y a pas les mêmes tissus, il y a des choses qui changent. C'est comparable, mais c'est pas similaire, c'est pas totalement similaire. Et du coup, sur des poissons très gras, comme par exemple la ventrèche de thon, des choses comme ça, on va pouvoir les faire maturer pendant 3 semaines, 1 mois, mais c'est des choses qu'on préconise pas forcément. Nous, on préfère avoir des maturations un tout petit peu plus courtes. Par exemple, je te dis, la truite, on va être là 7 à 10 jours. Et du coup, donc, maturation, donc on parlait, de toute façon, pour la plupart des viandards, on retrouve le même principe qu'une carte de maturation, même si tu m'expliquais que c'est des frigos qui sont designés et puis étudiés en termes de froid ventilé spécifiquement pour le poisson. Oui. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est la charcuterie. Quand est-ce qu'on fait de la charcuterie? Alors, saucisson de thon, écoute, la charcuterie, en fait, en soi, si tu pars de cette base, c'est-à-dire que tu commences à assécher comme ça, après, tu peux tout à fait prendre un gros morceau de thon, le mettre en saumure, pourquoi pas apporter même de la salaison et des choses comme ça. Après, bon. Quand on dit la charcuterie n'existe pas, saumon fumé, gravlax, tout ça, ça reste une charcuterie. C'est de la charcuterie, c'est de la saurisserie. C'est ça. Mais après, c'est vrai que la charcuterie pure et dure, avec salaison, séchage, avec salaison, séchage, etc. On le retrouve beaucoup moins dans un boyau et choses comme ça. Mais moi, je sais que j'ai déjà vu du saucisson de poisson. Oui. Et je me dis, mais c'est vrai qu'à la base, on me dit, mais le mec est fou, mais en fait, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, en vrai, ça s'y prête parfaitement. Juste naturellement, on va pas vers là. Après, il y a quand même une chose avec la charcuterie du poisson, c'est que c'est formidable, mais la charcuterie, elle sert à valoriser des parties qui sont parfois pas très valorisées dans la viande. Dans la poitrine. Voilà. Et nous, le poisson, il y a peu de parties qui sont peu valorisables comme ça. Les Espagnols réfléchissent un peu comme il y a beaucoup de thon en Espagne et ils ont vraiment toute une espèce de présentation du thon comme on présente les vaches avec toutes les parties, donc les différents muscles, etc. Et d'ailleurs, eux travaillent un petit peu plus de charcuterie de thon que nous, avec des salaisons, des épices, des choses comme ça. Charcuterie de poisson, du coup, pour compléter, c'est qu'en fait, on a peu de parties qui sont peu valorisables dans le poisson. Donc en fait, la charcuterie va vite coûter cher. Parce que tu vas les faire, c'est comme si demain tu faisais de la saucisse avec du filet de bœuf, tu vois. Ouais, je vois ce que je veux dire. Et du coup, ça n'a pas forcément d'intérêt ni pour le poissonnier ni pour le consommateur d'aller transformer un morceau qui est déjà noble. Bah moi, à force de parler de bouffe, Arthur, je commence à vraiment voir la dalle. J'avoue, ça creuse là. Est-ce qu'on essaierait pas de se préparer un petit truc, une petite création, un petit truc sympa. Carrément, écoute, on se fait ça. C'est parti. Super. Je reprends donc ma voix de crooner pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a décidé de vous préparer. D'abord, je suis parti choper des asperges vertes chez le petit vendeur de fruits et légumes du marché. J'en ai aussi profité pour dégommer 2 barquettes complètes de fraises parce que j'avais vraiment la dalle. Ensuite, Arthur m'a montré sa technique de désossage d'un joli bar moucheté. Poisson pas forcément mis en avant, mais qui s'avérera être excellent. L'objectif étant de désosser entièrement le poisson, puis d'utiliser mes compétences de boucher pour le ficeler, le faire cuire juste avec de l'huile d'olive et de la fleur de sel sur un lit d'asperges, et ensuite d'y ajouter un morceau de ventrèche de thon juste snacké pour la poser sur le dessus de notre tourne d'eau de bar moucheté. Donc là c'est quoi, Arthur? Là c'est ventrèche de thon, c'est vraiment la partie la plus grasse du thon. Tout ça c'est le ventre du thon en fait, et c'est là où est concentré tout le gras. Au Japon c'est ce qu'on appelle le toro, c'est vraiment la partie la plus grasse, c'est une partie qui est très privilégiée, enfin qui est vraiment très prisée. Toutes les parties blanches qu'on voit là c'est comme le persillage d'une côte de bœuf vraiment grasse. Donc ventrèche de thon rouge, hein? Ouais. Ventrèche de thon. Putain, ça déjà, ça a une odeur. Ça ressemble pas mal au thon en boîte saupiqué. Oui. C'est pas mal, hein, c'est pareil. C'est le même producteur. C'est avec ça que c'est fait. C'est pareil. Ouais. Putain, c'est trop bon. On en profite pour faire une petite réduction de leur soupe de poisson maison pour une jolie sauce. On dresse et on mange enfin.
Il est 13h, je suis arrivé à 7h du mat, j'ai eu envie de bouffer, vous n'avez pas idée. Franchement, ça va être une tuerie. Et voilà, c'est déjà la fin de cette chouette journée. Merci encore à Arthur et son équipe pour l'accueil et leur temps. J'ai découvert un monde que je connaissais peu, avec des jeunes qui ont vraiment envie de faire bouger les choses. On a aussi besoin de ça dans l'artisanat. Des gens qui regardent l'avenir et qui cherchent des solutions pour faire en sorte que ces métiers évoluent, grâce notamment à la technologie, mais aussi la connaissance, et en prenant le risque de casser les codes et les idées prédéfinies. Je leur souhaite le meilleur et espère de tout cœur que ce concept arrivera à se démocratiser et à se répandre un peu partout sur notre territoire qui a grandement besoin de se repeupler d'artisans poissonniers.